Bonjour à tous. Il y a 1 200 000 ans, dans un monde qui n'est pas encore le nôtre, un monde gouverné par les forces immenses et impitoyables de la glace et de la pierre, quelque chose d'absolument impossible a pu se produire. Pendant des millions et des millions d'années, à travers d'innombrables générations de vie, la mort n'était que la fin. C'était un événement sans cérémonie, un dernier point final, sans éclat d'intérêt. Un animal tomba, son souffle cessa, et le troupeau, poussé par un instinct bien plus ancien que la pensée, repartit sans un regard en arrière. Mais sur les plaines anciennes, et balayées par le vent de ce que nous appelons aujourd'hui l'Espagne, un petit groupe soudé de nos ancêtres lointains, une espèce connue sous le nom d'Homo antecessor, aurait pu défier ce décret biologique ancien. Ils avaient peut-être fait quelque chose qu'aucune créature dans la longue histoire de la planète n'avait jamais fait auparavant. Ils ne se contentaient pas de tourner la page. Ils sont restés. Ce n'est pas une histoire que nous pourrons jamais espérer prouver avec un seul fossile parfaitement conservé. Il n'y a pas de squelette avec une larme de pierre gelée sur la joue. C'est plutôt une histoire policière, du genre le plus profond, un voyage dans la préhistoire pour trouver la plus faible trace, l'écho spectral, du tout premier adieu. Nous poursuivons la réponse à l'une des questions les plus profondes que nous puissions nous poser. Quand l'histoire de notre lignée a-t-elle divergé? Quand avons-nous cessé d'être simplement une créature de plus qui mourait, pour devenir des êtres capables de pleurer? La recherche de cette réponse nous entraînera profondément dans un monde brutal, presque étranger, et ce faisant, elle révélera une vérité choquante et paradoxale sur qui nous sommes. L'acte de faire son deuil, ce moment apparemment contre-productif de profonde faiblesse et de vulnérabilité, n'était pas une erreur évolutive. Ce n'était pas un bug dans notre code. Le chagrin, dans toute sa douleur, est le prix que l'évolution a exigé à nos ancêtres pour leur capacité d'aimer. Et en payant ce prix, elle a déclenché la naissance même de notre humanité. Pour vraiment comprendre un sentiment aussi complexe et écrasant que le deuil, il faut d'abord s'immerger dans le monde qui lui a donné forme. Il faut comprendre les pressions, les dangers et l'étrangeté pure de la réalité dans laquelle tout est né. Et si je vous disais que les tout premiers hominidés à ressentir la douleur de la perte auraient aussi pu être des cannibales? Notre histoire commence il y a 1,2 million d'années, une période que les géologues appellent le Pléistocène inférieur. Ce n'était pas un monde doux ni stable. C'était une planète d'instabilité brutale et imprévisible, où les climats changèrent violemment et où les paysages étaient constamment réécrits par l'avancée et le recul des glaciers. Traversant ces paysages changeants et dangereux, se trouvait une espèce d'hominidé que nous appelons aujourd'hui Homo antecessor, un nom qui se traduit poétiquement par homme pionnier. D'abord découvert dans les profonds systèmes de grottes stratifiés d'Atapuerca, dans le nord de l'Espagne, il représente l'une des premières populations humaines connues d'Europe, des pionniers au sens le plus pur, s'implantant dans un continent loin d'être accueillant. Et ce n'est pas une affaire non résolue, l'enquête est en cours. Des découvertes faites aussi récemment qu'en 2024 sur le site de Grandorina, l'un des principaux sites d'Atapuerca, continuent de mettre au jour de nouveaux crânes partiels et de nouvelles dents. Chaque fragment, minutieusement nettoyé et analysé, nous donne une image toujours plus claire de cette espèce mystérieuse et déterminante, nous aidant à reconstruire non seulement son apparence, mais aussi le monde qu'elle voyait à travers ses yeux. Mais le mystère le plus captivant n'est pas ce qui se passait autour d'eux, mais ce qui se passait dans leur tête. Quelque chose de fondamental changeait. Le cerveau d'Homo antecessor s'étendait, mesurant entre 1000 et 1150 cm3. Bien que toujours plus petite que notre moyenne humaine moderne, d'environ 1400 cm3, elle était nettement plus grande que celle des ancêtres antérieurs, et elle était en croissance. Ce cerveau, en expansion, était un équipement biologique incroyablement coûteux. Chez l'homme moderne, cet organe, qui ne représente que 2% de notre poids corporel, brûle plus de 20% de notre énergie quotidienne. Pour Homo antecessor, ce coût énergétique stupéfiant augmentait à chaque génération. Un investissement évolutif massif qui devait absolument porter ses fruits. Cette dépense énergétique immense alimentait une révolution cognitive, un changement profond dans leur capacité mentale. La preuve de cette révolution ne se trouve pas dans de grands monuments, mais dans des morceaux de pierre humbles mais profondément révolutionnaires. Ils fabriquaient des choppers et éclats de style Oldowan, simples mais efficaces, grossiers selon les standards ultérieurs, mais révolutionnaires pour leur époque. Ils utilisaient ces outils au bord tranchant pour abattre les animaux, trancher des peaux épaisses et casser des os pour accéder à la moelle riche en nutriments à l'intérieur. Cet acte simple de fabrication d'outils
représente une étape cognitive cruciale. La capacité de voir un outil dans son esprit, de tenir un dessin dans sa conscience, puis de forcer systématiquement ce dessin abstrait sur la matière première du monde naturel. C'était l'aube d'une puissante boucle de rétroaction qui allait définir toute notre lignée. Des outils meilleurs et plus efficaces signifiaient un accès à des aliments meilleurs et plus riches en calories, ce qui alimentait à son tour un cerveau plus grand et plus complexe, capable d'imaginer et de créer des outils encore plus sophistiqués. Mais c'est ici, dans cette image d'intelligence naissante, que l'histoire devient profondément étrange et troublante. De retour sur le site de Grandorina, parmi les ossements fossilisés d'animaux, les archéologues ont trouvé eux-mêmes les restes d'Homo antecessors, y compris ceux d'enfants et d'adolescents. Et sur ces os d'hominidés, ils ont trouvé exactement le même type de marque de coupure, faites par les mêmes outils en pierre, que sur les os des cerfs et autres animaux qu'ils chassaient et découpaient. La conclusion est aussi inévitable que glaçante. Ils pratiquaient le cannibalisme. Nous ne pouvons pas en être certains. Était-ce un acte désespéré de survie, dans un monde dur où la famine était une menace constante? Ou était-ce quelque chose de plus complexe, une forme de violence rituelle? Quoi qu'il en soit, cela crée un paradoxe choquant et profond qui se trouve au cœur même de notre histoire. Comment une créature qui pourrait manger ses propres semblables, voire ses propres petits, pourrait-elle aussi inventer une émotion aussi tendre et connectée que le chagrin? Leur vie était brutale, leur existence précaire et presque certainement courte. Ils étaient tous deux des chasseurs expérimentés et des proies désespérées, vivant dans un monde où la frontière entre votre propre groupe familial et votre prochain repas potentiel pouvait être terriblement, inimaginablement mince. C'est dans ce monde brutal, pragmatique et intellectuellement éveillé que les graines délicates du deuil ont dû trouver un moyen de s'enraciner et de grandir. Pour presque toutes les autres formes de vie sur Terre, de l'insecte à l'antilope, la mort est un problème pratique, pas émotionnel. C'est une question logistique à gérer, pas une tragédie à ressentir. Lorsqu'un membre d'un vaste troupeau de gnous tombe face à un prédateur, le groupe ne s'arrête pas pour veiller sur lui. Elton, une vague de vie s'écoulant autour d'un point unique d'extinction. Pour comprendre à quel point la pause potentielle de nos ancêtres était radicale, il faut penser à la mort d'un point de vue purement logique et évolutif. Rester aux côtés des morts, c'est inviter activement sa propre mort. L'odeur d'une proie fraîche, l'odeur du sang dans l'air, est une cloche de dîner qui retentit pour chaque prédateur à des kilomètres dans toutes les directions. Rester en place signifie risquer sa propre vie et celle de tout votre groupe pour un individu qui est déjà parti à jamais. Cette puissante impulsion biologique d'aller de l'avant, de laisser les morts derrière elle, repose sur 3 coups fondamentaux et inévitables. Le premier, et le plus immédiat, est le risque de prédation. Un animal en deuil, par nature, est un animal distrait. Son attention se tourne vers l'intérieur, vers la perte, et non vers l'ombre qui tourne dans le ciel ou le bruissement presque imperceptible dans les hautes herbes. Pour une espèce comme Homo antecessor, partageant son monde avec des prédateurs au sommet, comme les chats à dents de sabre, et les hyènes géantes qui brisent des os, un seul instant d'inattention était une condamnation à mort. Dans un tel monde, la seule vraie défense du groupe était une vigilance constante et partagée, veiller sur les arrières des autres. Arrêter tout le groupe pour un seul déjà tombé, c'était mettre tout le monde en danger. Un pari qu'aucune créature purement rationnelle ne prendrait jamais. Le deuxième coup, c'est la maladie. Un cadavre est une bombe à retardement de pathogènes. Dès le moment de la mort, le processus de décomposition commence, et le cadavre devient un terrain fertile pour les bactéries et les virus. Sans aucun concept de germe ou de contagion, la forme la plus puissante de soins préventifs que possédaient nos ancêtres était un profond et instinctif dégoût, une forte envie de fuir un cadavre. Les groupes qui s'éloignaient instinctivement de leur mort étaient ceux qui restaient en meilleure santé et avaient plus de chances de survivre. Ceux qui restaient auraient été exposés à d'innombrables menaces invisibles, une punition biologique pour leur sentimentalisme. Le troisième coup est l'opportunité. Le monde du Pléistocène était un monde de rareté. Chaque moment passé à rester avec le défunt était un moment qui n'était pas passé à chercher de la nourriture. Un moment à chercher une source d'eau fraîche. Un moment à chercher un refuge sûr pour la nuit. Pour un petit groupe de chasseurs-cueilleurs vivant au fil du fil de la survie, arrêter la marche implacable, ne serait-ce qu'un jour, pouvait faire la différence entre la vie et la famine pour tout le groupe. Bien sûr, dans le monde naturel d'aujourd'hui,
nous observons des comportements qui, à nos yeux humains, ressemblent beaucoup au deuil. Une mère éléphant peut veiller solennellement sur le corps de son veau mort pendant des jours, le poussant doucement comme pour le réveiller. On observe des orques portant leurs petits morts depuis des semaines, mais l'étude moderne de la mort entre espèces, un domaine connu sous le nom de thanatologie évolutive, nous met en garde contre le piège de ne voir ce comportement qu'à travers notre propre prisme émotionnel. Est-ce vraiment le deuil tel que nous le comprendrions, avec ses composantes émotionnelles et cognitives complexes, ou s'agit-il d'un programme biologique profondément ancré de recherche et d'attachement qui n'a pas encore accepté la finalité de la perte? Pour la grande majorité des espèces à travers l'histoire, la logique évolutive est parfaitement claire. Éviter les morts, ne les examiner que brièvement, puis partir. Pour que nos ancêtres brisent ce schéma ancien et vital de comportement, quelque chose de profond et transformateur devait se produire dans leur esprit. Ils devaient avoir forgé un lien si puissant que l'idée de le briser soit d'une certaine manière plus terrifiante que les prédateurs bien réels tapis dans l'herbe voisine. Une émotion aussi complexe que le deuil n'apparaît pas de nulle part dans l'histoire évolutive. Ce n'est pas une mutation unique, c'est plutôt l'envers douloureux, inévitable et nécessaire d'une autre capacité, encore plus fondamentale. L'attachement. Tu ne peux que pleurer ce que tu as aimé en premier. Ainsi, la véritable histoire du deuil est en réalité celle de quand et comment nous avons commencé à former les liens sociaux profonds, durables et intensément personnels qui définissent si complètement notre espèce aujourd'hui. Cette transformation n'était pas un choix conscient, c'était une reprogrammation biologique lente et progressive du cerveau des primates sur des centaines de milliers d'années. Une série de changements subtils qui auraient des conséquences monumentales. Tout commence par un tour évolutif simple mais ingénieux. Faire en sorte que le fait d'être ensemble soit agréable. Un puissant cocktail de neurochimiques, en particulier les hormones ocytocine et vasopressine, souvent surnommées les hormones du câlin, a commencé à envahir le cerveau de nos ancêtres, les câblant pour la connexion, l'empathie et la confiance. Ces substances chimiques, libérées lors d'interactions sociales positives, comme le toilettage, le partage de nourriture ou la défense mutuelle, agissent comme un ciment social, liant les individus à un niveau profond et physiologique. Au même moment, le système de récompense de la dopamine du cerveau était habilement récupéré. Ce système, conçu pour récompenser des comportements vitaux comme manger ou s'accoupler, a commencé à lier les interactions sociales à un véritable sentiment de plaisir. Protéger un ami, coopérer à une chasse, partager un précieux morceau de viande. Toutes ces activités étaient littéralement gratifiantes, créant une boucle de rétroaction positive. En somme, l'évolution rendait nos ancêtres dépendants les uns des autres. Et voici la partie de l'histoire où tout pivote, où le génie tragique de notre évolution est révélé. L'évolution a donné à nos ancêtres un logiciel neurologique sophistiqué pour l'amour et l'attachement profond. Mais elle n'a jamais écrit le code pour gérer la perte. Lorsqu'un individu, avec qui vous aviez forgé ce lien neurochimique profond, mourait soudainement, le cerveau était confronté à un virus dévastateur et sans précédent dans son système. Votre cerveau fonctionne comme une carte, un modèle prédictif du monde basé sur l'expérience et les attentes. Il sait, au fond, que ton compagnon, ton enfant, ton compagnon de confiance sera là. Lorsqu'il meurt, cette prédiction s'avère catastrophiquement fausse, mais la carte neuronale sous-jacente, l'attente profonde de leur présence, reste intacte. Le deuil, donc, peut être compris comme une forme d'apprentissage atrocement lent. C'est la tentative désespérée, douloureuse et prolongée du cerveau de mettre à jour sa carte interne pour correspondre à la nouvelle réalité extérieure brutale, d'effacer lentement et avec minutie une personne qui est encore partout dans votre esprit. Tout cela se passait dans un cerveau qui changeait physiquement à un rythme remarquable. Le néocortex, la couche externe du cerveau responsable de la pensée, du raisonnement et de la conscience d'ordre supérieur, subissait une expansion spectaculaire. C'est dans ce néocortex en expansion que l'émergence de ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit. La compréhension fondamentale et révolutionnaire que les autres êtres ont leurs propres pensées, leurs propres sentiments, leur propre perspective unique sur le monde. On ne peut tout simplement pas faire son deuil pour quelqu'un si on ne peut pas le voir comme un individu distinct dès le départ. On ne peut pas pleurer la perte d'un objet interchangeable. Revenons donc à Homo antecessor. Leur cerveau devenait plus gros et plus complexe. Leur alchimie intérieure les poussait à tisser des liens puissants et gratifiants. Et leurs esprits, en développement, commençaient à voir les autres,
non pas comme des parties interchangeables d'un groupe, mais comme des individus uniques et irremplaçables. C'est le paradoxe terrible et beau de l'amour. En programmant notre cerveau pour les profonds bienfaits de la connexion, l'évolution a accidentellement créé la capacité d'un sentiment de perte tout aussi profond et dévastateur. L'instinct ancien de passer à autre chose était désormais en guerre avec une nouvelle et puissante réalité neurologique, l'agonie inévitable d'un lien brisé. Cette scène hypothétique de deuil, avec Homo antécessor s'arrêtant sur les plaines espagnoles il y a 1,2 million d'années, est encore, pour l'instant, hors de portée de ce que la science peut prouver de manière définitive. Cela reste une spéculation puissante et éclairée. Mais à mesure que nous avançons dans le temps, quelque chose d'étrange et de nouveau commence à apparaître dans les pages éparses du registre archéologique. Nous commençons à percevoir de faibles chuchotements, les tout premiers indices de comportement rituel entourant la mort. Notre premier indice majeur se trouve au cœur d'une chambre de grotte espagnole, un lieu sinistrement nommé Cima de los Huesos, ce qui signifie la fosse aux os. Ici, dans cette seule chambre difficile d'accès, les chercheurs ont découvert une bombe paléo-anthropologique étudiée depuis des décennies. Les restes fossilisés d'au moins 29 individus appartenant à l'espèce Homo heidelbergensis, une espèce qui a vécu il y a environ 430 000 ans et est considérée comme un ancêtre probable des Néandertaliens. Les preuves suggèrent de fortement qu'ils n'ont pas été traînés dans cette fosse par des prédateurs, ni qu'ils n'y sont pas tombés accidentellement. Cela a conduit de nombreux chercheurs à une conclusion radicale et profonde. Les corps ont été intentionnellement jetés, un par un, dans la fosse par d'autres membres de leur espèce. C'est le plus ancien acte connu au monde de disposition délibérée du corps, une première étape vers des funérailles. Mais alors, parmi des dizaines de milliers d'os d'hominidés, ils ont trouvé un seul objet unique qui change tout, une unique hache à main magnifiquement travaillée, faite d'un quartzite rouge saisissant, presque scintillant, un type de pierre qu'on ne trouve nulle part dans le système de grottes d'Atapuerca. Surnommé Excalibur par l'équipe de recherche, sa présence dans cette fosse de corps demeure un mystère profond. Était-ce un outil tombé accidentellement pendant le broyeur, ou était-ce autre chose? Était-ce, comme certains l'ont courageusement suggéré, la première offrande funéraire au monde, un dernier cadeau symbolique aux morts, un éclair de beauté dans un lieu d'obscurité? Mais si l'histoire de notre relation avec les morts était encore plus ancienne et encore plus étrange, et si un cerveau énorme et avide d'énergie n'y était pour rien? C'est la question posée par une découverte controversée dans le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud. Là, le paléoanthropologue Lee Berger et son équipe ont annoncé qu'un homininé mystérieux et à la petite cervelle, Homo naledi, enterrait délibérément ses morts dans les chambres les plus profondes et inaccessibles de la grotte, il y a environ 335 000 ans. Ces affirmations, promues mondialement dans un documentaire très médiatisé sur Netflix, étaient tout simplement révolutionnaires, remettant en question l'hypothèse de longue date selon laquelle les comportements complexes nécessitent un cerveau volumineux, semblable à celui de l'humain. Cependant, la communauté scientifique au sens large est actuellement au cœur d'un débat vif et essentiel. Un article majeur de 2024, publié dans le Journal of Human Evolution, a examiné de manière critique les preuves et a déclaré qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que Homo naledi ait enterré leurs morts, arguant que des explications plus simples et non intentionnelles, comme le fait que des corps aient été emportés dans la grotte au fil du temps, n'ont pas été suffisamment écartés. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Fin 2025, l'équipe de Berger a publié des réfutations détaillées, présentant à nouveau leurs arguments, et soutenant que l'enterrement intentionnel reste l'explication la plus simple et la plus logique pour l'agencement des corps et la géologie du site. La science se déroule en ce moment, en public, un exemple parfait et fascinant d'une idée audacieuse et révolutionnaire qui est rigoureusement et sans relâche testée. À mesure que nous nous rapprochons de notre époque et de nos plus proches parents éteints, les Néandertaliens, les preuves d'un comportement intentionnel autour de la mort deviennent beaucoup plus claires et convaincantes. Pendant de nombreuses années, le débat populaire s'est centré sur l'idée romantique mais finalement incertaine d'une sépulture de fleurs dans la grotte de Shanidar, en Irak, où le pollen trouvé avec un squelette était considéré comme provenant de fleurs déposées sur la tombe. Mais des fouilles récentes et plus sophistiquées de la grotte ont trouvé quelque chose de bien plus définitif. Un squelette de néandertalien, une femelle plus âgée nommée Shanidar Z,
a été daté d'environ 75 000 ans. L'analyse méticuleuse du contexte de son enterrement montre qu'elle a été soigneusement et délibérément placée dans un ravin, la main gauche repliée sous sa tête, presque comme si elle dormait. De plus, un rocher distinct était placé derrière sa tête, apparemment comme un petit coussin. Et bien que des recherches récentes aient suggéré que le fameux pollen fleur aurait pu être introduit dans la grotte par des abeilles nichantes, l'utilisation répétée et intentionnelle de cet endroit exact pour le placement de plusieurs corps au fil du temps fournit des preuves solides que les Néandertaliens créaient un lieu de mémoire spécifique, un cimetière primitif. Avec l'arrivée de notre espèce, Homo sapiens, les preuves deviennent claires et profondément émouvantes. Askoul et Kavzeh, dans l'actuel Israël, datant de 90 000 à 120 000 ans, on trouve certaines des plus anciennes sépultures connues. Ce n'étaient pas de simples éliminations. Les corps étaient déplacés délibérément dans des tombes préparées. Plus frappant encore, ils étaient enterrés avec des objets. Un individu avait un bois de cerf rouge posé sur la poitrine, tandis qu'un autre tenait la mâchoire d'un sanglier sauvage. Ce sont des objets funéraires clairs, des objets significatifs placés intentionnellement avec les morts, montrant une pensée symbolique précoce. Ce passage d'une simple élimination à une sépulture soigneuse marque un changement majeur dans la pensée humaine. La différence clé n'est pas ce qui a été fait, mais pourquoi. L'élimination est pratique, faite pour éviter les maladies et les dangers. Le rituel, cependant, porte du sens. Cela reflète un lien avec les morts. Un corps placé en position fétale, recroquevillé, peut symboliser le sommeil ou un retour sur Terre, suggérant que la mort n'est pas la fin. De tels actes révèlent des idées abstraites, la croyance que les morts existent encore sous une forme ou une autre. La preuve la plus forte de ce changement est la présence d'objets funéraires. Des exemples précoces, comme la hache à main, Excalibur, suggèrent ce comportement, mais des éléments comme les bois de cerf et les mâchoires le rendent indéniable. Ces objets avaient une réelle valeur dans la vie, outils ou trophées, mais étaient intentionnellement retirés de l'usage. Ce n'est pas pratique. C'est symbolique. Cela suggère la croyance que les morts pourraient avoir besoin de ces objets ailleurs. Plus important encore, cela montre la capacité humaine à laisser les objets représenter des idées plus profondes comme la mémoire, le statut et un voyage au-delà de la mort. Un autre indice clé, trouvé dans les premières sépultures humaines à travers le monde, est l'utilisation de l'ocre rouge. Des morceaux de cette terre riche en fer, broyés en une poudre rouge vibrante, se trouvent parsemés sur de nombreux squelettes anciens. Sa couleur rouge éclatante et permanente est viscéralement liée à la couleur du sang, et donc à la couleur même de la vie. Couvrir un corps pâle et sans vie d'une couverture d'ocre rouge pouvait être vu comme un acte magique puissant, désespéré et profondément humain, une tentative de restauration symbolique de la vie, de lutter contre la pâle finalité de la mort avec la couleur vibrante de la vitalité. Ces rituels émergents nous apprennent que nos ancêtres commençaient à se confronter aux grandes questions existentielles qui nous hantent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort? Où sont-ils passés? Un enterrement fournit un scénario, un ensemble d'actions ordonnées pour un moment de chaos émotionnel total. Et il est crucial de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'honorer les morts, il s'agit de guérir les vivants. En se réunissant pour accomplir ces rites, le groupe renforce collectivement son propre tissu social, déchiré par cette perte. Ils affirment collectivement que la vie de cette personne comptait, et que son absence est ressentie par tous. Dans ce moment de rituel partagé, la mort cesse d'être un problème simple et pratique à résoudre et devient un mystère profond à affronter ensemble. Nous arrivons donc au grand paradoxe qui se trouve au cœur même de notre histoire. En surface, d'un point de vue purement froid et biologique, le deuil semble être une erreur évolutive, c'est douloureux, c'est physiquement et émotionnellement invalidant, c'est distrayant, rendant un individu vulnérable et inefficace. Alors pourquoi diable cela a-t-il persisté? Pourquoi la sélection naturelle a-t-elle permis, voire encouragé, une émotion qui semble si préjudiciable à la survie? La réponse est que ce sont précisément les éléments qui font du deuil un risque pour un individu qui en font un atout inestimable pour l'espèce. Le deuil n'est pas un défaut de notre conception, c'est une fonctionnalité, et peut-être la plus importante que nous ayons.
Le véritable avantage évolutif n'est pas le deuil lui-même, mais les liens sociaux profonds qui rendent le deuil possible. La douleur de la perte reflète la valeur de la connexion et devient un puissant moteur pour construire et maintenir des relations. Les groupes qui craignent la séparation sont poussés à coopérer, à se protéger mutuellement et à rester étroitement connectés. Lorsque la mort survient, le deuil partagé devient une force unificatrice puissante. Les funérailles servent les vivants, en réaffirmant les liens sociaux, en réparant les fractures émotionnelles et en renforçant la solidarité face à la perte. Dans les environnements durs du Pléistocène, les groupes cohésifs bénéficiaient d'un net avantage de survie. Le deuil est aussi devenu un moment clé pour transmettre la culture et le savoir. Les funérailles ont permis aux communautés de se souvenir des défunts, de partager leurs compétences et d'enseigner aux plus jeunes ce que cela signifiait de contribuer de manière significative au groupe. Ainsi, les morts continuèrent d'influencer les vivants à travers la mémoire collective. Le deuil n'a pas été directement choisi par l'évolution. Au contraire, elle est née de la valeur de survie de l'empathie, de la coopération et d'un lien social fort. C'est le coût émotionnel de la connexion et un rappel de son importance. Cette histoire est constamment mise à jour, alors que de nouveaux fossiles et preuves génétiques redéfinissent notre compréhension des origines humaines. Si vous trouvez cette exploration du deuil et de l'évolution humaine captivante, mettez en avant cette vidéo afin qu'elle puisse toucher davantage d'esprits curieux qui veulent comprendre d'où nous venons. Le deuil révèle le lien plus profond qui a contribué à définir l'humanité et les fondements précoces de l'évolution cognitive. Bien que le deuil imaginaire des premiers temps chez Homo antecessor ne puisse être prouvé, des preuves ultérieures apparaissent dans des tombes néandertaliennes, des découvertes d'Homo naledi et des funérailles d'Homo sapiens. Ce qui devient clair, c'est un long processus évolutif, un cerveau en croissance, reprogrammé, construit pour la connexion, où les systèmes de liens rendent l'attachement gratifiant et la séparation douloureuse. Les humains sont passés de la vision des autres comme remplaçables à leur reconnaissance, comme des individus irremplaçables dont la perte a créé une véritable absence émotionnelle. Au fil du temps, le deuil a transformé le comportement de survie. La douleur de la perte a engendré de l'hésitation, ce qui a conduit à un comportement rituel et à une sépulture symbolique, reflétant des idées émergentes de mémoire et de sens. Cette capacité émotionnelle est devenue essentielle à la cohésion sociale et au succès humain. Même sans une première déchirure fossilisée, son impact est visible à travers une histoire profonde. Le deuil créait un contrat tacite. La vie, l'absence et la mémoire comptent. Cette prise de conscience a aidé à définir ce que signifie être humain, et ses échos subsistent aujourd'hui dans les funérailles, les mémoriaux et chaque acte de commémoration qui relie les vivants à ceux qui l'ont précédé.